Il y a une chose qu'un narcissique ne vous dira jamais. Une vérité que Carl Jung a décelée après des décennies d'exploration des abysses les plus ténébreux de l'âme humaine. Et la voici. L'instant le plus dévastateur dans la vie d'un narcissique, ce n'est pas lorsqu'il est critiqué, ce n'est pas lorsqu'il est rejeté, ce n'est pas lorsqu'il est abandonné. Non. L'instant le plus terrifiant, c'est quand il réalise quelque chose de bien pire. Il découvre que vous n'avez plus besoin de lui. Cet instant précis, cette fraction de seconde où il comprend que vous pouvez vivre sans lui, que votre monde ne s'écroule pas en son absence, que votre bonheur ne dépend plus de son approbation. Cet instant déclenche en lui quelque chose qu'il ne peut absolument pas contrôler. Et ce qui se produit ensuite, vous devez absolument le savoir. Parce que si vous écoutez ceci, il y a de fortes chances que vous l'ayez déjà vécu, ou que vous soyez sur le point de le vivre. Mais avant de continuer, il est essentiel que vous compreniez quelque chose. Ce que je vais vous révéler n'est pas une simple théorie. Ce ne sont pas des suppositions hasardeuses. Ce sont des schémas que Jung a méticuleusement documentés, que des thérapeutes ont confirmés pendant des décennies, et que des millions de personnes ont expérimenté dans leur chair. Et si vous reconnaissez ces schémas, cela signifie quelque chose d'essentiel. Vous n'étiez pas fou, vous n'exagériez pas. Ce que vous ressentiez était absolument réel. Il y a une question que vous vous êtes probablement posée un nombre incalculable de fois. Pourquoi quelqu'un qui prétend vous aimer réagit-il avec une telle intensité quand vous commencez simplement à construire votre propre vie? Pourquoi quelqu'un qui est censé vouloir votre bien-être semble-t-il profondément perturbé lorsque vous commencez à vous sentir bien sans son aide? Jung avait une réponse à cette énigme. Et cette réponse va complètement transformer votre perception de ces relations toxiques. Le narcissique, explique Jung, ne vous aime pas. Le narcissique a besoin de vous. Et il y a un gouffre abyssal entre ces deux sentiments. L'amour cherche le bonheur de l'autre. Le besoin narcissique cherche à nourrir son propre ego. Quand vous aimez quelqu'un, vous êtes sincèrement heureux de le voir s'épanouir, de le voir devenir indépendant, de le voir rayonner de sa propre lumière. Mais quand vous avez besoin de quelqu'un de la manière dont un narcissique a besoin, son indépendance est perçue comme une menace existentielle. Jung appelait cela l'alimentation narcissique. C'est l'énergie émotionnelle, l'attention, la validation, l'admiration que le narcissique soutire aux autres pour combler un vide intérieur qu'il ne peut jamais combler par lui-même. Vous étiez cette source d'alimentation, votre attention, votre préoccupation pour lui, votre besoin de son approbation, votre dépendance émotionnelle. Tout cela nourrissait quelque chose en lui qui était éternellement affamé, comme un trou noir émotionnel. Et voici la première révélation cruciale, quand vous cessez d'avoir besoin de lui. Ce n'est pas simplement qu'il perd quelque chose d'agréable, c'est qu'il commence à mourir psychologiquement. Le narcissique privé d'alimentation est comme un toxicomane privé de sa drogue. Et ce qui se passe ensuite suit un schéma tellement prévisible que Jung l'a documenté avec une précision quasi scientifique. Je vais vous dévoiler les 6 phases de ce que ressent vraiment un narcissique lorsqu'il découvre que vous n'avez plus besoin de lui. Et je veux que vous prêtiez une attention toute particulière à la 3e phase. Car c'est là que la plupart des personnes commettent une erreur qui les replonge dans le cycle infernal. La première phase, c'est l'incrédulité. Quand un narcissique perçoit les premiers signes, indiquant que vous n'avez plus besoin de lui, sa première réaction n'est pas la tristesse, ce n'est pas la remise en question, c'est un déni absolu de la réalité. Ça ne peut pas être en train de se produire. Le narcissique est sincèrement incapable de comprendre comment quelqu'un pourrait ne pas avoir besoin de lui. Son ego hypertrophié lui a vendu pendant des années l'histoire selon laquelle il est indispensable, irremplaçable, le centre de l'univers émotionnel de ceux qui l'entourent. Jung expliquait ce phénomène à travers le concept d'inflation de l'ego. Le narcissique a construit une image tellement grandiose de lui-même que toute preuve qui contredit cette image est automatiquement rejetée. Non pas parce qu'il est stupide, mais parce qu'accepter cette preuve impliquerait l'effondrement de tout son système psychologique, une véritable catastrophe intérieure. Les signaux de cette première phase sont révélateurs. Vous remarquerez qu'il ignore complètement les changements dans votre comportement.
Il agit comme si de rien n'était. Il continue à vous traiter exactement de la même manière, en espérant que vous continuerez à réagir comme avant. C'est comme s'il croyait qu'en ne reconnaissant pas le changement n'existerait pas. Il y a quelque chose de profondément déconcertant dans cette phase. Vous pouvez lui dire directement que vous ne voulez plus de cette dynamique. Vous pouvez lui expliquer avec des mots clairs que vous avez décidé de donner la priorité à votre bien-être. Et il ne vous écoutera littéralement pas. Non pas parce qu'il ne vous entend pas, mais parce que sa psyché refuse de traiter cette information. C'est un mécanisme de défense inconscient. La deuxième phase arrive lorsque le déni ne peut plus tenir. C'est la phase de test et de sondage. Ici, le narcissique commence à faire des expériences. De petits tests pour voir si vous avez vraiment changé ou si ce n'est qu'une phase passagère. Ces tests sont calculés et stratégiques. Cela peut être un message apparemment innocent, un souvenir partagé, une urgence fabriquée de toutes pièces, une opportunité irrésistible, une victimisation soudaine. L'objectif est simple, provoquer en vous l'ancienne réaction, vous faire revenir au schéma habituel, démontrer qu'en réalité rien n'a changé et que vous êtes toujours contrôlable. Jung observait que cette phase révèle la véritable nature de la relation. Un narcissique ne vous testerait pas s'il vous considérait comme son égal. Il ne calculerait pas de stratégie s'il vous respectait. Ces tests sont la preuve la plus flagrante qu'il ne vous a jamais vu comme une personne à part entière. Il vous a vu comme une ressource. Et maintenant, il tente de vérifier si cette ressource est toujours disponible. Le danger de cette phase réside dans le fait que bon nombre de ces tests sont presque impossibles à distinguer d'interactions normales. Un message demandant comment vous allez, un appel pour vous raconter quelque chose qui s'est passé, une demande d'aide apparemment légitime, mais il y a un détail qui les trahit. Observez ce qui se passe ensuite. Si votre réponse aimable ne génère pas de réciprocité, mais plutôt davantage de demandes, si votre aide n'entraîne pas de gratitude, mais plutôt l'attente de plus d'aide, si votre attention ne crée pas de proximité, mais plutôt une demande d'attention encore plus grande, alors, c'était un test, sans l'ombre d'un doute. Et voici la troisième phase, la plus importante, la plus dangereuse, celle qui piège la plupart des personnes. C'est la phase de rage narcissique. Quand un narcissique accepte finalement que vous n'avez plus besoin de lui, quelque chose se brise en lui. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas de la déception, c'est de la furie, une rage profonde, viscérale, qui peut s'exprimer de manière très différente selon le type de narcissique. Jung expliquait que cette rage est en réalité l'éruption de l'ombre. Tout ce que le narcissique a réprimé, nié, projeté sur les autres, émerge soudainement sans contrôle. Et la cible de toute cette rage, c'est vous, parce que vous, en vous libérant, avez commis un acte impardonnable du point de vue narcissique. Vous lui avez montré qu'il n'est pas aussi important qu'il le croyait. Vous avez mis en évidence que son contrôle était une illusion. Vous avez démontré que son pouvoir sur vous n'a jamais été réel. Cette phase peut se manifester de nombreuses manières. Certains narcissiques explosent directement. Des cris, des accusations, des menaces. D'autres sont plus calculateurs. Diffamation silencieuse, sabotage subtil, rumeurs stratégiques. D'autres combinent les deux styles. Une explosion suivie d'une campagne de dénigrement. Mais il y a quelque chose qu'ils partagent tous dans cette phase. Ils vous transformeront en le méchant de l'histoire. Jung appelait cela la projection de l'ombre. Tout le mal qu'il y a en eux, tout ce qu'ils ne peuvent pas accepter d'eux-mêmes, sera déposé en vous. Vous êtes l'égoïste, vous êtes le manipulateur, vous êtes celui qui abandonne, vous êtes celui qui trahit. Et voici le piège. Beaucoup de personnes, étant attaquées avec cette intensité, commencent à douter d'elles-mêmes. Peut-être que je suis égoïste, en fait. Peut-être que j'exagère. Peut-être que je devrais revenir et arranger les choses. Ce doute est exactement ce dont le narcissique a besoin. Ce doute est la porte de retour au cycle. Jung a mis en garde contre ce mécanisme. Il disait que lorsque quelqu'un vous projette son ombre avec suffisamment d'intensité et de répétition, vous commencez à croire que cette obscurité est la vôtre.
Vous commencez à vous charger de fautes qui ne vous appartiennent pas. Et à ce moment-là, le narcissique récupère son pouvoir. La quatrième phase arrive quand la rage ne fonctionne plus. C'est la phase de vulnérabilité fabriquée. Ici, le narcissique change complètement de stratégie. Soudain, il n'est plus l'attaquant furieux. Il est la victime souffrante. Et cette performance peut être extraordinairement convaincante. Il vous dira des choses que vous avez toujours voulu entendre. Qu'il s'est rendu compte de ses erreurs, qu'il est disposé à changer, qu'il a besoin de vous, que sans vous, il est perdu, que sa vie n'a aucun sens, que personne ne le comprend comme vous. Les larmes seront réelles, la douleur paraîtra génuine, parce qu'à un certain niveau, elle l'est. Le narcissique souffre, mais pas pour les raisons qu'il dit. Il ne souffre pas parce qu'il vous aime. Il souffre parce qu'il est à court d'alimentation narcissique. Il ne pleure pas sur la relation. Il pleure sur le vide qu'il ressent quand personne n'alimente son ego. Il ne promet pas de changer parce qu'il a réfléchi. Il promet de changer parce que c'est la seule stratégie qui lui reste. Jung était très clair à ce sujet. La transformation véritable exige de confronter sa propre ombre. Elle exige un travail douloureux de connaissance de soi. Elle exige une humilité réelle, non jouée. Le narcissique ne fait pas ce travail. Il joue la vulnérabilité pour reprendre le contrôle. Comment distinguer la vulnérabilité génuine de la vulnérabilité fabriquée? Observez ce qui se passe après que vous ayez cédé un peu. Si vous montrez un peu de compassion et que le narcissique demande immédiatement plus. Si vous offrez une opportunité et que le narcissique l'utilise pour se rétablir, pas pour travailler génuinement sur lui-même. Si vous acceptez des excuses et que le narcissique agit comme si tout était résolu sans faire aucun changement réel, alors c'était de la manipulation, pas du repentir. La cinquième phase est la plus douloureuse à observer, même si ce n'est pas pour les raisons que vous pourriez penser. C'est la phase de rejet et de remplacement. Si les phases précédentes n'ont pas fonctionné, le narcissique ne reste pas à se lamenter. Il cherche une alimentation ailleurs. Et il le fait rapidement. Étonnamment rapidement. Vous pouvez voir comment en quelques semaines, parfois en quelques jours. Le narcissique a déjà une nouvelle personne qui occupe exactement la place que vous occupiez. Cette nouvelle personne reçoit toute l'attention, toute l'idéalisation, tout le charme que vous avez reçu autrefois. Et il est choquant de voir comment quelqu'un qui était censé vous aimer profondément peut vous remplacer avec cette vitesse. Mais Jung nous aide à comprendre cela. Le narcissique n'était pas amoureux de vous en tant que personne. Il était amoureux de ce que vous lui fournissiez. Et si vous ne fournissez plus cela, il a besoin de trouver urgemment une autre source. C'est de la pure survie psychologique. Cette phase peut être incroyablement douloureuse si vous ne la comprenez pas correctement. Vous pouvez sentir que vous n'avez jamais rien signifié, que tout était mensonge, que vous étiez complètement remplaçable. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de crucial. Ce que vous voyez, ce n'est pas que vous étiez insignifiant. Ce que vous voyez, c'est la confirmation finale que le narcissique n'a jamais eu la capacité d'aimer quiconque génuinement. Ce n'est pas que vous n'étiez pas suffisant pour lui. C'est que personne ne peut être suffisant pour combler un vide qui ne peut être comblé que de l'intérieur. La sixième et dernière phase est celle qui est rarement mentionnée. C'est la phase de l'effondrement narcissique à long terme. Et cette phase peut prendre des années à se développer complètement. Le narcissique qui a perdu de multiples sources d'alimentation sans trouver de remplacement stable finit par être confronté à quelque chose qu'il a évité toute sa vie, le vide. Jung a décrit ce vide comme la rencontre forcée avec l'ombre. Tout ce que le narcissique a nié, projeté, caché, finit par revenir. Et quand il revient sans le bouclier de l'alimentation narcissique, l'impact est dévastateur. Certains narcissiques dans cette phase développent des dépressions profondes. D'autres deviennent de plus en plus erratiques et imprévisibles. D'autres cherchent de l'alimentation auprès de sources de plus en plus désespérées et moins satisfaisantes. Et certains, les plus dangereux, intensifient leur comportement toxique en essayant de récupérer d'anciennes sources d'alimentation. Il est important que vous sachiez cela parce que cela explique pourquoi certains narcissiques peuvent réapparaître après des mois, voire des années. Ce n'est pas parce qu'ils ont finalement réalisé votre valeur.
C'est parce que leur situation actuelle d'alimentation s'est détériorée et qu'ils font un inventaire de toutes les sources possibles. Vous étiez une source fiable dans le passé. C'est pourquoi ils reviennent. Maintenant que vous connaissez les 6 phases, il y a quelque chose d'encore plus important que vous devez comprendre. Votre processus de libération. Parce que pendant que le narcissique traverse sa crise, vous traversez aussi quelque chose de profond, et votre processus est exactement l'opposé du sien. Pendant que le narcissique s'effondre parce qu'il a perdu sa source externe de valeur, vous construisez une source interne que personne ne peut vous enlever. Jung appelait ce processus individuation. C'est le voyage de la construction d'un soi authentique qui ne dépend pas de la validation externe pour exister. C'est le travail de la connaissance de votre propre ombre, de l'intégration des parties de vous que vous avez niées, de devenir une personne complète qui n'a besoin de personne pour se sentir complète. Et voici l'ironie la plus profonde de cette situation. Alors que le narcissique avait besoin de vous pour éviter son travail interne, vous aviez besoin de lui pour éviter le vôtre. La relation avec le narcissique fonctionnait dans les 2 sens. Elle satisfaisait quelque chose chez les 2. Mais alors que ce qu'elle satisfaisait chez lui était son besoin d'éviter la réalité, ce qu'elle satisfaisait chez vous était quelque chose de beaucoup plus rédempteur. Peut-être était-ce le besoin de se sentir nécessaire. Peut-être était-ce l'illusion que vous pouviez sauver quelqu'un. Peut-être était-ce la répétition de schémas de votre enfance. Peut-être était-ce la peur d'être seul. Quoi que ce soit. Le fait que vous n'en ayez plus besoin signifie que vous avez confronté cette partie de vous. Et c'est une réussite extraordinaire. Mais le processus ne s'arrête pas là. Il y a des étapes qui suivent la libération, que vous devez connaître pour les traverser correctement. La première étape, c'est un mélange de choc et de soulagement. Vous allez ressentir les 2 simultanément. Soulagement, parce que vous vous êtes enfin libéré. Choc, parce que vous réalisez combien de temps vous êtes resté piégé. Ce mélange d'émotions peut être déroutant. Vous pouvez vous sentir coupable de ressentir du soulagement. Vous pouvez avoir peur, parce que le soulagement semble trop beau pour être vrai. Les 2 sont tout à fait normaux. La deuxième étape, c'est le deuil de l'illusion. C'est crucial, et beaucoup de personnes ne s'y attendent pas. Vous allez faire le deuil, non pas de la personne réelle qu'était le narcissique, mais de la personne que vous croyiez qu'il était, du potentiel que vous pensiez qu'il avait, de la relation que vous pensiez pouvoir construire. Ce deuil est réel, et il mérite d'être honoré. Non pas parce que l'illusion était réelle, mais parce que votre amour pour cette illusion, lui, l'était. Jung parlait de la mort de l'objet idéalisé. Quand vous voyez enfin quelqu'un tel qu'il est réellement, l'image idéalisée que vous aviez construite meurt. Et cette mort fait mal, non pas parce que vous aimiez la personne réelle, mais parce que vous aimiez profondément la personne que vous croyiez qu'il était. La troisième étape, c'est la rage rétrospective. Il y aura un moment où vous regarderez en arrière et vous ressentirez une rage intense. Comment ai-je pu ne pas voir ça avant? Comment ai-je permis qu'on me traite ainsi? Comment ai-je été aussi aveugle? Cette rage est saine. C'est votre psyché qui traite l'injustice que vous avez vécue, mais elle doit être canalisée correctement. Jung mettait en garde contre le danger de diriger cette rage vers soi-même. Beaucoup de personnes passent de la colère justifiée envers le narcissique à l'autopunition pour ne pas avoir vu les signaux. Mais vous devez comprendre quelque chose. Les signaux étaient conçus pour ne pas être vus. Le narcissique a investi une énergie considérable pour maintenir son masque. Vous n'étiez pas stupide de ne pas voir. Vous étiez humain, faisant confiance à quelqu'un qui a abusé de cette confiance. La quatrième étape, c'est la reconstruction. C'est la phase où vous commencez à redécouvrir qui vous êtes en dehors de cette relation. Et il peut être surprenant de réaliser combien de vous-même avez été enfoui. Des goûts que vous aviez abandonnés, des amitiés que vous aviez négligées, des rêves que vous aviez reportés, des aspects de votre personnalité que vous aviez supprimés pour ne pas déranger le narcissique. Cette phase peut ressembler à une renaissance, et à bien des égards, elle le est. Jung voyait la crise comme une opportunité de transformation. La relation toxique, aussi douloureuse qu'elle ait été.
vous a forcé à faire un travail que vous n'auriez peut-être jamais fait volontairement. Elle vous a obligé à examiner vos propres schémas, vos propres blessures, votre propre ombre. Et voici quelque chose que vous ne vous attendiez probablement pas à entendre. D'une certaine manière, le narcissique vous a rendu service. Non pas parce que son comportement était acceptable, non pas parce qu'il mérite votre gratitude, mais parce qu'en vous poussant à bout, il vous a obligé à confronter des vérités sur vous-même que vous auriez évitées indéfiniment. La question est, qu'allez-vous faire de ces vérités maintenant? Laissez-moi vous partager ce que Jung enseignait à ses patients qui avaient survécu à des relations avec des personnes narcissiques. Ce n'étaient pas des conseils superficiels, c'étaient des principes profonds pour la reconstruction du moi. Le premier principe, c'est l'observation sans absorption. Quand le narcissique fera ses tentatives pour vous récupérer, et il le fera. Votre travail est d'observer sans absorber, de voir ce qu'il fait sans vous laisser affecter par cela. Cela demande de la pratique. Cela requiert de développer ce que Jung appelait la fonction observatrice du moi, la capacité de voir vos propres réactions comme si vous étiez un témoin externe. Quand vous sentez l'impulsion de répondre à un message du narcissique, observez cette impulsion. Quand vous vous sentez coupable de ne pas l'aider dans sa prétendue crise, observez cette culpabilité. Quand vous doutez de votre décision de vous éloigner, observez ce doute. Observer ne signifie pas réprimer. Cela signifie créer un espace entre le stimulus et la réponse. Et dans cet espace, il y a votre liberté. Le deuxième principe, c'est le renforcement du noyau interne. Le narcissique avait du pouvoir sur vous, parce que votre valeur propre était ancrée extérieurement. Elle dépendait de son approbation, de sa validation, de sa reconnaissance. Le travail, maintenant, c'est d'ancrer cette valeur interne, de construire une relation avec vous-même qui soit si solide qu'aucune manipulation externe ne puisse l'ébranler. Comment fait-on cela? Jung enseignait que cela se fait à travers l'autoconnaissance radicale. Connaître vos ombres, reconnaître vos schémas, comprendre pourquoi vous avez choisi cette personne, comprendre quelles blessures anciennes vous essayez de guérir à travers cette relation. Ce travail n'est pas facile, mais c'est le seul qui produit des résultats permanents. Le troisième principe, c'est le réseau de réalité. Pendant la relation avec le narcissique, votre perception de la réalité a probablement été distordue systématiquement. Cela s'appelle le gaslighting, et son effet est que vous commencez à vous méfier de votre propre esprit. L'antidote, c'est de construire un réseau de personnes fiables qui vous aident à vérifier la réalité. Des amis, de la famille, des thérapeutes qui peuvent vous dire si ce que vous percevez a du sens. Mais attention, le narcissique a probablement essayé de vous isoler de ces personnes. Vous avez peut-être perdu des liens pendant la relation. Reconstruire ces liens fait partie du processus de guérison. Et cela fait partie de la construction d'une structure de support qui vous protège de futures manipulations. Imaginez que vous demandez à votre amie d'enfance, Isabelle, si vous êtes folle de penser ce que vous pensez. Le quatrième principe, c'est l'acceptation de la douleur de voir. Jung disait qu'il y a une douleur spécifique qui vient avec le fait de voir la réalité clairement. Ça fait mal de réaliser que quelqu'un que vous disiez aimer était incapable de vous aimer en retour. Ça fait mal de reconnaître que vous avez investi des années de votre vie dans quelqu'un qui ne vous voyait que comme une ressource. Ça fait mal d'accepter que certains des souvenirs que vous chérissiez étaient construits sur des mensonges. Cette douleur est nécessaire. Vous ne pouvez pas la guérir en l'évitant. Vous ne pouvez la guérir qu'en la traversant. Jung comparait ce processus avec la descente aux enfers mythologiques. Vous devez descendre dans l'obscurité pour trouver ce qui est enterré là. Alors seulement, vous pouvez revenir à la lumière comme une personne complète. Il y a quelque chose d'autre que j'ai besoin de vous dire avant de terminer, et c'est peut-être le plus important de tout. Le fait que vous n'ayez plus besoin du narcissique ne signifie pas que vous ne serez plus jamais tenté d'y retourner. Il y aura des moments de faiblesse. Il y aura des jours où la solitude pèsera plus que le souvenir de la douleur. Il y aura des instants où le narcissique dira exactement ce que vous avez besoin d'entendre, au moment exact où vous êtes le plus vulnérable. C'est normal. C'est humain. Cela ne signifie pas que vous avez échoué. Ce qui fait la différence,
C'est ce que vous faites dans ces moments-là. Et voici la clé que Jung nous a laissée. Dans ces moments de tentation, ne luttez pas contre le désir de revenir. Observez-le. Demandez-lui ce dont il a réellement besoin, parce que le désir de revenir, presque jamais, ne concerne réellement le narcissique. Il s'agit de quelque chose que vous croyez que le narcissique peut vous donner. De l'attention, de la validation, connexion, sentiment d'appartenance. Identifiez ce dont vous avez vraiment besoin. Et ensuite, demandez-vous s'il existe un moyen de vous l'offrir à vous-même ou de le trouver dans des relations saines. La réponse est presque toujours oui, mais cela demande du travail. Cela demande de la créativité. Cela demande la volonté de construire quelque chose de nouveau au lieu de revenir à ce qui est connu. Même si c'est toxique, vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo. Et cela signifie quelque chose. Cela signifie qu'il y a une partie de vous qui sait déjà ce qu'elle doit faire, qui a déjà commencé le processus de libération, qui est déjà en train de construire cette vie où vous n'avez besoin de personne qui ait besoin de vous de manière maladive. Chaque jour qui passe, sans céder à la manipulation, vous devenez plus forte. Chaque instant où vous choisissez votre bien-être plutôt que le confort du schéma ancien. Vous êtes en train de réécrire votre histoire. Chaque fois que vous observez l'impulsion de revenir en arrière sans agir, vous développez le muscle de la liberté. Le narcissique veut vous faire croire que sans lui, vous serez vide, que sans son drame, votre vie sera ennuyeuse, que sans son intensité, vous vous sentirez perdu. Mais Jung connaissait la vérité. Et maintenant, vous la connaissez aussi. Le vide que vous ressentez quand le narcissique n'est pas là, n'est pas l'absence d'amour. C'est la présence d'espace. Espace pour que votre moi authentique respire enfin. Espace pour des relations qui vous nourrissent au lieu de vous drainer. Espace pour une vie qui est la vôtre, et seulement la vôtre. Cet espace peut sembler inconfortable au début. Nous sommes tellement habitués au chaos que la paix peut paraître suspecte. Mais donnez-vous du temps. Permettez au silence de devenir votre allié. Laissez la calme devenir votre nouvelle normalité. Parce que quand vous vous serez finalement habitué à vivre sans le drame narcissique, vous regarderez en arrière et vous vous demanderez comment vous avez pu tolérer si longtemps ce que vous avez toléré. Et ce sera le signe que la transformation est complète. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur quelqu'un dans votre vie, laissez-moi un commentaire. Combien de ces phases avez-vous vues? Quelle a été la plus difficile à traverser? Votre expérience peut être exactement ce qu'une autre personne a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si ce contenu sur la psychologie profonde et la protection contre les personnes toxiques résonne avec vous, considérez soutenir la chaîne avec un super thanks. Chaque contribution me permet de continuer à créer du contenu que des personnes comme vous ont besoin d'entendre. Du contenu que l'algorithme enterre parfois parce qu'il n'est pas suffisamment superficiel pour les masses. Vous n'êtes pas la victime de votre histoire. Vous êtes l'auteur qui a finalement récupéré la plume. Et le prochain chapitre, vous l'écrivez vous-même.